Imaginez un endroit où, jusqu'au prochain être humain, il y a 200 km de désert glacé, où la véritable richesse n'est pas l'or, mais un congélateur rempli à ras-bord, où la plus haute forme de respect envers un invité consiste à lui céder pour une nuit sa propre épouse. Parce que c'est ainsi que l'on vivait ici depuis des temps immémoriaux. Dans ce nouvel épisode de Histoires sans filtre, nous partons là où la Russie se termine et où commence l'horizon silencieux, derrière lequel se trouve déjà l'Amérique bienvenue en Tchoukotka. Dans cette région, on ne peut pas simplement arriver, il faut seulement y voler, en payant presque comme pour la moitié d'un avion. Ici, on apprend aux enfants à découper un renne avant même de leur apprendre à dessiner. C'est un lieu où les gisements d'or rivalisent avec ceux de la Suisse, mais où les habitants vivent encore de la chasse, comme il y a des milliers d'années. La Tchoukotka est un paradoxe gelé, oublié par le temps. Installez-vous confortablement, voici une immersion dans un monde que vous ne verrez dans aucun film touristique, c'est la Tchoukotka, la vraie, sans filtre. Pour comprendre la Tchoukotka, il faut d'abord ressentir sa rupture totale avec le reste du monde. Regardez une carte, l'extrême point oriental de l'Eurasie, un territoire plus vaste que la France, l'Espagne et le Portugal réunis. Et pourtant, à peine 50 000 personnes y vivent. À peu près autant que dans la ville balnéaire espagnole de Benidorm, mais dispersée sur une toundra grande comme la moitié de l'Europe. La Tchoukotka est baignée par deux océans à la fois, le glacial arctique au nord et le fougueux Pacifique au sud. L'Alaska est littéralement à portée de main. Depuis le cap d'Ejnev, on aperçoit par beau temps l'île de Krusenstern. Entre la Russie et les États-Unis, il n'y a que 4 km. 4. Et pourtant, cette frontière est l'une des plus désertes et surveillées de la planète. Oubliez les trains et les autoroutes, il n'y en a tout simplement pas. Le seul lien avec le continent passe par les airs. L'aéroport d'Anadyr est une véritable porte vers le monde. Un billet depuis Madrid peut coûter 600, 800, parfois même 1000 € pour un aller simple. Plus cher qu'un vol vers les Maldives. Et malgré cela, atteindre la capitale n'est que la moitié du chemin. Comment rejoindre les autres villages? Pratiquement impossible. Il n'y a pas de route. L'été, une navigation rare par les fleuves et la mer. Et pendant 9 mois de l'année, toute la vie dépend de 2 facteurs, la météo aérienne et cette bête-là. Le tout-terrain ici, c'est tout à la fois. Ambulance, bus scolaire et corbillard. Ils transportent les habitants, la nourriture, le courrier. Le trajet jusqu'au village voisin, même s'il n'est qu'à 150 km, peut prendre toute une journée si la chance sourit et qu'une tempête de neige ne s'abat pas. En Tchoukotka, les distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais en heures, en jours et en réservoirs de gasoil. C'est cette quasi-isolation totale qui a forgé des règles de vie particulières. Ici, un voisin vivant à 50 km de chez vous est plus important que n'importe quelle loi. Car demain, il peut être la seule personne capable de vous venir en aide. Mais qu'est-ce qui retient les gens dans ce pays rude et glacé? La réponse tient en 2 choses, les richesses enfouies sous terre et un ancien code de survie. La Tchoukotka est un immense trésor. Or, argent, étain, tungstène, mercure, on y trouve l'un des plus grands gisements d'or du monde. Il y a la mine appelée Koupol. Des milliards de dollars reposent littéralement sous les pieds. À l'époque soviétique, on y envoyait des prisonniers du goulag pour extraire des devises au prix de leur vie. Aujourd'hui, ce sont des travailleurs en rotation qui travaillent dans ces mines, gagnant, selon les standards locaux, des sommes colossales. Mais voici le grand paradoxe. Demandez à n'importe quel autochtone ce qu'est la véritable richesse. Il sourira si vous lui montrez un lingot d'or, puis, sans un mot, il ouvrira son congélateur, rempli jusqu'au bord de viande et de poisson. C'est cela la véritable monnaie de la Tchoukotka, ni les roubles, ni les dollars, mais les kilogrammes, des kilogrammes de viande de renne, des carcasses de phoques, et le trésor principal des Tchouktchés côtiers, le mouktouk, la peau et la graisse de baleine du Groenland, source d'énergie et de vie pendant la nuit polaire. Ce glacier est votre assurance, votre indépendance vis-à-vis de l'État et des avions, qui peuvent ne pas venir avec les provisions, c'est la garantie que la famille survivra à l'hiver. Quand le pain coûte 5 € la miche et les pommes 25 € le kilogramme, on comprend que le vrai luxe n'est pas un nouveau téléphone, mais la possibilité de sortir un morceau de viande obtenu de ses propres mains. Et ce sont justement ces épreuves séculaires pour obtenir chaleur et nourriture qui ont créé des lois sociales capables de surprendre chacun d'entre nous. Et maintenant, parlons de ce que les sources officielles mentionnent rarement. D'une tradition que le pouvoir soviétique a tenté d'éradiquer et que les moralistes modernes considèrent comme un vestige du passé, il s'agit du mariage collectif, l'institution appelée Neftkimgin, la fraternité par l'épouse. Pour en comprendre le sens, il faut abandonner nos idées habituelles de famille et de fidélité.
Transportons-nous 300 ans en arrière, vous vivez dans un petit campement d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes. Tout autour, des milliers de kilomètres de vide, rejoindre un autre village équivaut presque à une mort certaine. Tous les habitants sont, d'une manière ou d'une autre, des parents. Le premier problème, la fermeture de la communauté, car les mariages constants au sein d'un même cercle entraînent des risques pour la santé des enfants. Le deuxième problème, la survie. Si un chasseur part dans la toundra et ne revient pas, sa famille reste sans soutien. Voici donc une solution sage, bien que choquante pour nous. Plusieurs hommes de familles différentes concluaient un accord et devenaient des frères de nom. Ce pacte donnait à chacun le droit d'entretenir des relations avec les épouses des autres, non par caprice, mais comme un mécanisme de survie précisément réfléchi. Premièrement, ces liens introduisèrent du sang neuf dans le clan, évitant les problèmes liés au mariage répétés au sein d'un même petit groupe. Les enfants nés de ces unions étaient considérés comme communs. Deuxièmement, cela créait des liens d'une solidité exceptionnelle. Les hommes devenaient des frères pour la vie. Si l'un mourait, l'autre devait prendre soin de son épouse et de ses enfants. C'était une assurance où la garantie n'était pas l'État, mais la parole donnée. C'est pourquoi, lorsqu'un invité arrivait dans la yourte, un frère de famille, l'hôte pouvait réellement lui céder la place auprès de son épouse. C'était le signe ultime de confiance et de respect envers un accord ancien qui avait permis au clan de survivre pendant des siècles. Aujourd'hui, cette coutume a presque disparu, mais dans les coins les plus reculés, au cœur de la toundra et du froid éternel, on rencontre encore des familles qui la suivent selon la tradition des ancêtres. En Tchoukotka vivent 50 000 personnes, et encore des centaines de milliers d'êtres qui sont apparus ici bien avant l'homme. Ce ne sont pas des humains, mais les véritables maîtres de l'Arctique. Ils vivent dans un monde de morses et d'ours polaires, où l'homme n'est qu'un invité. Pour les Tchouktchés côtiers et les Esquimaux, le morse est tout un univers. Sa viande et sa graisse, nourriture et chaleur, ses défenses, matière pour la sculpture, sa peau, la base des embarcations. La chasse aux morses est un rituel ancien où chaque erreur peut coûter la vie. Un animal furieux d'une tonne et demie renverse une barque sans effort, et puis il y a l'ours blanc. Le véritable souverain de cette terre, il n'a pas peur de l'homme, c'est l'homme qui a peur de lui. Dans des villages nationaux comme Rirkaipi ou Vankarem, les ours apparaissent régulièrement, attirés par l'odeur de nourriture, ils regardent par les fenêtres. Les habitants connaissent les règles depuis l'enfance. Ne jamais sortir sans armes, ne pas laisser de déchets et ne jamais marcher seul la nuit. Ce n'est pas un zoo, c'est la vie quotidienne. Ici, l'homme n'est pas le principal. Tu n'es qu'un des nombreux habitants de ces latitudes, et la nature te rappelle chaque jour. Respecte cette terre et ceux qui y vivaient bien avant toi. Mais dans ces terres rudes se trouve quelque chose de surprenant. Quelque chose qui a traversé les siècles, survécu à la ruée vers l'or, au changement d'époque et de civilisation. C'est l'âme de ce pays. Et pour la toucher, il faut se rendre sur l'île Itigrant, perdue dans les eaux glacées du détroit de Bering. Ici se dresse l'allée des baleines, un ancien sanctuaire, construit par on ne sait qui ni quand, et sur lequel personne ne peut se prononcer avec certitude. On suppose le XIVe siècle, un Stonehenge arctique. Des dizaines d'immenses mâchoires et côtes de baleines du Groenland sont plantées dans le sol, formant un couloir mystérieux. À côté, des centaines de fosses de pierre où l'on conservait autrefois la viande. Les scientifiques débattent encore. Qu'était-ce ? Un lieu de rituel ? Un nécropole sacré ? Ou une ancienne réserve de viande pour les chasseurs ? Il n'y a pas de réponse. Mais lorsque l'on se tient au milieu de ces os, sous un ciel bas et de plomb, face à la mer glaciale, on croit entendre le souffle de l'éternité. Et soudain, on comprend à quel point nos ambitions impériales, nos inquiétudes et notre agitation sont insignifiantes. Ici règne l'esprit de la baleine, l'esprit de la chasse, l'esprit de la survie. Et c'est là le véritable code de la Tchoukotka. La Tchoukotka est un endroit où l'être humain se souvient de nouveau de qui il est. Ici, chaque jour est une épreuve et chaque détail une question de survie. Ici, la liberté ne se vend pas dans les magasins et ne se mesure pas en marques. La liberté, ici, c'est une maison chaude, de la viande obtenue de ses propres mains et la certitude que le voisin viendra t'aider, même si vous ne vous êtes vu qu'une seule fois dans l'année. Nous, habitants des grandes villes, sommes habitués à l'illusion du contrôle, à croire que la vie peut se planifier, s'acheter, se faire livrer. Mais dès que l'on arrive ici, on comprend. La véritable indépendance, c'est savoir vivre et non consommer. Si cette honnêteté brutale du monde t'inspire, laisse un like. Abonne-toi à Histoire sans filtre pour ne pas manquer de nouvelles histoires sans filtre ni vitrine. Et écris en commentaire qu'est-ce qui compte le plus pour toi. Le confort de la civilisation ou la force que donne la vie au bord des limites.